Yorana Tato Enakoe. Bonjour à tous. Alors juste pour vous dire que hier soir, quand on terminait notre présentation avec Eric, on s'est dit qu'en tant qu'organisateur d'un colloque, c'était toujours une très mauvaise idée de présenter aussi un papier. Ça nous rajoute un peu plus de travail. Mais on s'est dit que c'était quand même une bonne idée de montrer quelques résultats préliminaires sur ce projet. Alors comme Eric l'indiquait dans son discours d'ouverture mardi matin, le colloque de Montréal en 2000 avait motivé la mise en place d'un programme de recherche sur l'archipel des Gambiers. Et ce dernier a fait l'objet de plusieurs travaux importants sur les îles Hautes, dont Pat nous a présenté aussi une synthèse avant-hier. Aujourd'hui, la chronologie et l'évolution du socio-écosystème mangarévien sont désormais bien documentées, mais aborder la question des anciennes dynamiques sociales, religieuses et funéraires s'avère plus compliqué, notamment parce que la plupart des anciens sites cérémoniels sur les Gambiers ont disparu ou ont été détruits par l'action des missionnaires catholiques au XIXe siècle. Aussi faut-il s'éloigner de Mangareva et s'intéresser à un petit atoll situé à environ 45 km au sud-est. Temoe est un atoll de taille modeste puisqu'il mesure 6,5 km de long pour 4 km de large et nous y menons un programme de recherche depuis 2001 dont nous souhaitions ici pour la première fois vous donner un aperçu, alors qui ne pourra être que succinct au vu des grandes quantités d'informations archéologiques et bioanthropologiques que nous avons recueillies. Alors en 1838, suite à l'évangélisation de l'archipel sous l'impulsion du père Laval, les 80 habitants qui y vivaient furent convaincus par le père Rochouz de quitter l'atoll pour s'installer sur les îles hautes de Mangareva, ce afin d'éviter une poche de paganisme sur cette île proche. Depuis, personne n'y a vécu de manière permanente et seuls quelques pêcheurs y viennent capturer les langoustes à l'approche des fêtes de fin d'année. L'absence de passe et la nécessité d'accoster sur le récif frangeant expliquent aussi sa faible fréquentation aujourd'hui. L'abandon de l'atoll a ainsi permis une exceptionnelle conservation des vestiges monumentaux de l'île qui en fait un paysage archéologique unique dans la région, je dirais même dans l'ensemble du Pacifique. Alors les monuments de l'île furent très tôt décrits, certes de manière imprécise, mais par les premiers explorateurs européens qui croisèrent au large, Wilson en 1797, Beechey en 1823. Les missionnaires catholiques eurent aussi l'opportunité de descendre à terre et ont laissé des informations un peu plus fiables. En 1902, le naturaliste du Bishop Museum, Alvin Seal, visita certains marae sur le Motu Tupa, dont Léon Seurat, lui aussi naturaliste envoyé par le Muséum d'histoire naturelle de Paris, donna l'année suivante des descriptions supplémentaires. Les premiers travaux archéologiques débutèrent en 1934 avec l'expédition du Bishop Museum conduite par Kenneth Emory. Lors d'un très bref séjour, notons il est resté qu'une seule journée, il prospecta les secteurs les plus riches en monuments, en dressa les relevés schématiques et en photographia certains, ne recensant ainsi pas moins de 80 structures. Marshall Weissler conduisit aussi une prospection plus systématique en 1992, montant le nombre de structures enregistrées à 200. Après un premier repérage en 2000, Eric organisa une première campagne approfondie en 2001, à laquelle il invita Marshall, et qui permit l'étude plus extensive de monuments et de tombes. La fonction funéraire de ces monuments incita l'équipe à s'adjoindre l'expertise de Pascal Muraille, professeur d'anthropologie biologique à Bordeaux. Et depuis, 5 missions de moyenne durée, c'est-à-dire entre 16 et 21 jours sur place, ont été organisées par le CIRAP. Alors évidemment, les difficultés logistiques inhérentes à des expéditions sur un atoll totalement inhabité, où finalement on se retrouve en autarcie pendant presque 3 semaines, sont toujours très, très intéressantes, puisqu'il faut emmener toutes les vivres, l'eau, l'équipement de fouille, etc. Et comme vous le voyez ici, le débarquement du matériel et des vivres nécessite de surfer la vague par-dessus le récif, puisqu'il n'y a pas de passe, ce qui mène parfois à des atterrages malencontreux, et ce même pour les pilotes et les pêcheurs les plus aguerris de Mangareva. Alors les premières missions ont très vite révélé l'exceptionnelle richesse archéologique de l'atoll. De fait, l'un des objectifs initiaux du projet consistait en l'inventaire et la cartographie des ensembles de monuments de surface. Nos prospections systématiques de chaque motu ont mis en évidence des zones de concentration de structures tout autour de l'île. De plus, les travaux préliminaires avaient révélé une fonction funéraire de certains monuments. Aussi, il importait de fouiller ces structures afin d'une part de confirmer ou non leur fonction sépulcrale, et d'autre part de mieux documenter les pratiques funéraires des anciens mangaréviens. Donc certains ensembles ont été fouillés de manière systématique, d'autres ont été sélectionnés et testés par la fouille. Au terme de 6 missions, ce sont donc près de 440 structures qui ont été enregistrées autour de l'atoll. Celles-ci se répartissent en plusieurs catégories, incluant des marae, des grands pavages, des chemins, des zones d'habitat domestique et de midène, et enfin des monticules coralliens de taille et de formes variées. La grande majorité des clusters est répartie sur les motus les plus larges du nord, de l'est et du sud de l'atoll.
Et d'autres regroupements de structures ont été découverts sur les petits motus de l'Ouest, mais ils sont un petit peu plus isolés et indépendants. Alors pour vous donner un aperçu de ce paysage archéologique, parmi les constructions les plus imposantes, on note une trentaine de marae. Ces parallélépipèdes sont édifiés en dalles de corail superposées, comme dans les atolls de l'est du Tuamotu, avec parfois des lignes de façade renforcées par des dalles dressées. Certains de ces haous montrent aussi des éléments de pavage en avant. Le marae de Tota, à Tupa, ici sur la diapositive, présente sur son petit côté une chambre aménagée dans la plateforme et fermée par une dalle. Selon les informations ethnographiques des missionnaires, c'est ici que les prêtres laissaient autrefois les accessoires rituels destinés aux cérémonies. Le grand marae de Toa sur le motu Tutapu, est le plus impressionnant de l'île et de la région. Il mesure 18 mètres de long, 4 mètres de large et s'organise sur 3 niveaux renforcés par des lignes de dalles dressées en façade, pour une hauteur totale de 2,50 m. Catherine Routledge, au début du XXe siècle, l'avait décrit rapidement lors de son court passage. D'après Kenate Mori, c'est à elle que l'on doit une profonde tranchée qui a littéralement coupé le monument en deux dans le sens de sa largeur, tout en créant des éboulements dans la partie frontale avec une sorte de cône d'éjection qui envahit la cour du Marae sur plusieurs mètres. Un chercheur de trésors japonais contribua plus tard à endommager la structure. L'une des caractéristiques de ce monument est qu'il possédait de chaque côté de la houe des niches, comme celle observée sur le Marae Otota de la zone Tupa, mais qui, hélas, sont endommagées. Alors ce marae, comme d'autres sur la côte orientale de l'île, est relié par un chemin à d'autres monuments. Et ces chemins, aménagés de dalles posées à plat, permettaient la circulation des habitants au milieu des champs de coraux coupants arrachés du récif par les cyclones, mais pouvaient aussi servir aux processions cérémonielles. Ils ont été cartographiés et montrent que certains sont parallèles à la ligne du rivage, permettant une circulation entre les structures côté océan, et d'autres traversent les motus jusqu'au lagon. Dans le cas de Tutapu, un chemin connecte le marae à un grand pavage, dont 6 exemples sont documentés sur Temoe. Alors, ces pavages sont généralement décrits comme des paipei. Ils consistent en de grands pavages de dalles planes juxtaposées, comme vous pouvez le voir ici. Et autour de ces pavages, des bordures délimitent des espaces non pavés correspondant au sol des maisons en bois aujourd'hui disparues. Je vous mets ici un autre exemple d'un grand pavage découvert sur le motu Kurara, dans la partie nord-est de l'atoll, avec le détail de quelques photos et de quelques éléments autour de ce pavage. Comme je le disais à l'instant, la zone centrale est ici pavée et on a l'emplacement des anciennes maisons en bois sur en périphérie de ce site. Un des éléments les plus caractéristiques de ces sites et les plus communs est la présence de grandes tables en pierre taillées dans d'épaisses dalles de corail posées sur des blocs servant de pieds. Bien que plusieurs soient aujourd'hui brisées, elles sont similaires aux aménagements décrits par Peter Buck dans son ethnologie de Mangareva, qui les décrivait comme des supports au plateau de nourriture. Là encore, sur le pavage de Kurala, on a aussi plusieurs sondages qui ont permis de mettre au jour des aménagements particuliers, tels que des petites cistes ou des cachettes aménagées dans le sol, mais également des fosses de rejet. Alors la vaste majorité des structures archéologiques enregistrées sur Temoe consistent en des cairns ou des monticules de corail de formes et de dimensions variées. Comme je le mentionnais auparavant, plusieurs de ces structures se sont révélées avoir une fonction funéraire, si bien que dès la première campagne de fouilles, une méthodologie et un protocole d'études ont été mis en place en collaboration avec nos accompagnateurs mangaréviens, par ailleurs propriétaires fonciers de l'atoll. Les objectifs visés étaient ceux de l'archéothanatologie à la française, à savoir la compréhension de l'espace funéraire, la détermination de l'âge et du sexe des individus, des gestes de déposition, des types de sépultures, de la simultanéité ou non des dépôts et des processus taphonomiques. Les individus fouillés ont fait l'objet d'une étude biologique sur place et de quelques prélèvements en vue d'analyse postérieure avant d'être réinhumés dans les mêmes positions. Quant aux monuments, ils sont démontés pendant la fouille par notre équipe mangarévienne, puis reconstruits à l'identique pour ne pas impacter l'intégrité des structures. Au cours de ces 6 campagnes, ce sont environ 96 individus qui ont été découverts et étudiés. Alors, il serait trop long ici de vous présenter une analyse exhaustive des travaux et des données biologiques, mais on souhaitait plutôt vous présenter quelques exemples attestant de la diversité des pratiques et qui participent d'un système funéraire complexe. Alors, la plupart des monuments présentent des sépultures primaires pour lesquelles une fosse est d'abord creusée dans le substrat corallien. Les individus y sont déposés, très souvent en décubitus dorsal, les bras le long du corps.
Des parois en dalle de chanvre sont aménagées autour du corps pour le maintenir en place dans un coffrage, ensuite fermé par une couverture de dalle horizontale, comme vous avez ici cet exemple sur la structure 04 de Tutapu, mais qui est assez représentatif d'une grande majorité de structures qu'on a pu documenter. Et puis par-dessus, un cairn de blocs coralliens est ensuite monté, parfois surmonté ou bien limité par des pierres dressées. Les inhumations s'accompagnent parfois de ce que nous interprétons comme des offrandes, mais dont la signification nous échappe encore, hein. Dans cette structure ici, sur le Motu Omeni, nous avons mis au jour la sépulture primaire d'un individu adulte de sexe masculin. Des ossements de poissons calcinés qui ont été retrouvés dans les mains de l'individu ont été identifiés par Vainé. Il s'agit essentiellement de parties crâniennes et de vertèbres précaudales correspondant à 3 scorpénidés, c'est-à-dire des poissons-pierres du genre Sinanceya, dont les poids reconstitués sont de 500 grammes, 1 kg et 2 kg. Certains monuments s'avèrent plus complexes. Un autre exemple ici, sur le Motu Kurara, avec cette plateforme dans laquelle nous avons fouillé 5 aménagements sépulcraux adjacents. Ils correspondent à 5 sépultures primaires dont le dépôt est organisé selon une position identique, sur le dos, la tête à l'ouest ou au nord-ouest, les membres inférieurs et supérieurs en extension, et les mains au niveau du bassin. Parmi les 5 individus, 4 sont adultes et de sexe masculin, le 5e est un préadolescent âgé entre 12 et 15 ans dont la diagnose sexuelle est impossible. Les sépultures ont fait l'objet de réinterventions humaines suite à la décomposition des corps. Le geste le plus constant, du moins pour les adultes, est le prélèvement du crâne, dont seules quelques dents subsistent à l'endroit. On note aussi des actes de réduction. Dans le cas de la sépulture A, les ossements de grande taille ont été rassemblés en faisceaux et organisés au niveau du thorax. L'analyse des espaces funéraires semble indiquer des inhumations échelonnées dans le temps, ce qui est en partie confirmé par les datations. Un autre exemple ici, sur le Motu Omeni, est un site découvert en 2010 qui est assez isolé, au nord du Motu, au milieu d'une esplanade de débris coralliens. De forme parallélépipédique, ce monument mesure 2,2 mètres de long pour 1,80 m de large et se caractérise par 2 niveaux. Alors on note également une dalle de corail dressée à son sommet. Le démontage de la structure a montré qu'elle était aménagée immédiatement autour ou au-dessus d'un énorme bloc de corail détritique d'environ 120 cm de diamètre qui reposait immédiatement sur le sol naturel. Il s'agit de ce bloc ici, que vous voyez ici sur la photo de droite. Alors en démontant ce monument, on a rapidement découvert dans les anfractuosités de ce bloc détritique, autour et au pied, plus d'une cinquantaine de petits ossements compatibles avec des individus en bas âge. Au total, ce sont 3 individus qui ont pu être identifiés. Un fœtus de 6 à 7 mois, un périnatal de 7 mois et demi et un autre de 8 à 9 mois. Il s'agit donc de 3 bébés morts avant la période normale de gestation, dont un prématuré sans espoir de survie. Tous les ossements ne sont pas présents, malgré une fouille exhaustive, et les ossements étaient concentrés dans une partie du monument, mais sans connexion anatomique. Il s'agit donc ici d'un dépôt secondaire partiel. Associé à ces jeunes défunts, nous avons découvert un petit oursin déposé au fond de la structure. La fonction funéraire de ce monticule atteste d'un traitement très particulier accordé à des très jeunes enfants, qui est à ce jour un cas unique en Polynésie. Alors cet aperçu des travaux, très bref, des travaux conduits sur Temoé, évidemment on ne peut être que très rapide en 15 minutes au vu de l'immense quantité des données archéologiques et bioanthropologiques recueillies au cours de ces 6 missions. Le travail d'analyse et de synthèse est toujours en cours et nous espérons pouvoir publier ces résultats de manière plus précise dans les années à venir. On aimerait aussi refaire une dernière mission sur cet atoll pour faire une couverture complète des monuments par drone, qui est une technologie qu'on n'avait pas disponible au cours des dernières missions. On espère toutefois que cette présentation aura rendu compte du caractère exceptionnel de cet atoll. Juste pour mentionner rapidement les analyses de provenance géochimique qui avaient été réalisées sur le matériel lithique par Marshall Weissler et qui avaient montré une origine des matériaux, surtout des basaltes tholéitiques, sur Mangareva, ce qui témoigne évidemment sans surprise de liens étroits avec les îles hautes voisines et l'intégration de Temoé dans la sphère d'interaction qui s'entendait autrefois à Pitcairn et Anderson, et que Marshall a très bien documenté depuis les années 90. Les visites régulières et l'installation d'une petite communauté sur l'atoll ont sans doute permis d'exploiter un certain nombre de ressources marines et aviaires, et cet atoll a donc fonctionné comme un satellite de Mangareva pendant une assez longue période de temps. Temoé est aussi unique de par le grand nombre de structures cérémonielles, témoignant aussi de pratiques funéraires complexes, comme on l'a vu, des sépultures primaires, secondaires, avec des réinterventions anthropiques, incluant le prélèvement de crâne, des structures spécialisées pour certaines classes d'âge,
des pratiques d'offrande associées, etc. Au-delà du fait que ce programme de recherche constitue un exemple de collaboration avec la communauté locale autour du sujet des sépultures, qui est souvent jugé sensible, la découverte de ces groupements de monuments et de tombes soulève également des interrogations nouvelles sur la dimension sociale de ce paysage. À l'heure où bon nombre de projets génétiques semblent focaliser sur les grandes questions telles que le peuplement humain de la région, il semblerait utile de considérer également l'application de ces méthodes à des petites échelles de réflexion. Qui étaient ces personnes enterrées sur l'atoll? Quels étaient leurs liens de parenté? S'agit-il de familles, de lignages ou d'individus qui étaient unis dans la mort par des liens autres que biologiques? Donc des considérations à venir sûrement pour mieux comprendre l'histoire de cette île, dont le nom mangarévien signifie, notons-le au passage, le grand sommeil. Juste pour remercier ici très rapidement nos collaborateurs mangaréviens, avec une pensée spéciale pour Tepano Payarama, qui depuis 2001 était notre guide et le pilote du bateau, qui nous a toujours accompagnés sur les missions et qui malheureusement est décédé il y a quelques années. Donc une petite pensée pour lui. Maruru.